Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui on va faire le bilan de la saison qui vient de se terminer, la saison du mois de juin, la saison 19 sur Warforge. Je vais vous montrer mon résultat cette saison, je vais vous montrer les news qu'on a eu de la part des développeurs, donc le Meta Report et le Balance Patch qui est arrivé très très vite cette fois-ci et c'est très très bien. Et donc on va faire un petit tour de tout ça et à la fin de la vidéo j'aurai aussi une petite annonce à faire, donc restez bien jusqu'au bout les amis. C'est parti, on démarre direct avec mon résultat. Voilà, j'ai atteint la position 87 avec 3049 points. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait top 50 cette fois-ci. En fait, voilà, j'ai beaucoup joué à Shadowverse récemment et c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de grind sur Warforge. Donc voilà, un petit peu déçu, mais en même temps, bah voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas dramatique non plus. Position 87. Qu'est-ce que j'ai eu comme récompense? Eh bien, alors j'ai pas le screenshot, mais j'ai eu 5 boosters All Armies, j'ai eu 5 ou 6 000 cristaux, des Blackstone et tout, voilà, et une carte épique aussi, une carte épique et pas une carte légendaire comme quand on fait top 50. Voilà, voilà, donc c'est comme ça, c'est mon score de cette saison. Même si je suis un petit peu déçu, bah c'est pas grave parce que voilà, j'ai pris du temps sur un autre jeu, donc c'est comme ça, hein. Je m'attendais bien à ce que ça se termine comme ça. Je vous montre rapidement les decks que j'ai joués du coup cette saison. Alors, c'est des decks que j'ai joués soit en vidéo, soit en live. Donc on a ici le lieutenant Titus, hein, voilà, toujours le même style de deck très à la fois agressif, à la fois très contrôle. On va essayer de sortir la doctrine ici pour dominer l'adversaire en late game. Un deck que j'ai joué en live il n'y a pas si longtemps que ça, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la rediffusion du live qui se trouve en description pour voir du gameplay avec ce deck là si vous voulez. Un deck qui marche très très bien, j'avais fait à un moment donné du 100% de win rate, un truc comme ça, et puis j'avais perdu genre à la toute fin. Mais un deck qui a très très bien marché pour moi, j'avais fait 3200 points cette saison avec. Donc un deck qui marche vraiment très bien, très intéressant. Ça change aussi de Varro, parce que c'est Varro le Warlord qui est le plus fort actuellement. Mais Titus est aussi vraiment très intéressant avec un deck de ce type-là. On a aussi Mozrog Agro que j'ai joué en live aussi, donc pareil, vous pouvez retrouver la rediffusion sur la chaîne YouTube et en description de cette vidéo. Donc là, on a également un deck très agressif qui se joue peut-être un peu différemment. Là, on va vraiment être très 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 agressif pour essayer de gagner la game le plus vite possible. Voilà, donc on a plein de sources de dégâts, on a plein voilà, de cartes qui vont nous aider à faire plus de dégâts avec notre Warlord. Voilà, donc Mozrog il avait 40 PV encore à ce moment-là et donc ça en faisait un Warlord extrêmement dangereux. Il a été nerf là maintenant, donc je vous conseille pas forcément de rejoindre un deck comme ça. Voilà, et j'avais atteint les 3000 points, j'avais pas trop cherché à aller plus loin, donc 3000 et quelques avec ce deck-là. Ensuite, le deck Agro Démon que j'ai présenté en vidéo il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Donc pareil, vous trouverez la vidéo en description de celle-ci. Et donc voilà, c'est le même deck que j'ai présenté en vidéo, il n'y a rien qui a changé. J'ai pas forcément rejoué ce deck-là par la suite, mais j'avais réussi à monter à 3000 points au moment où j'avais justement fait ce deck guide. Donc voilà un deck, alors encore une fois très agressif, hein, c'est comme ça que ça fonctionne avec ce deck-là. On attaque, on attaque, on attaque. On met en jeu des troupes, des démons qu'on va booster avec le talent de Xarahan, et puis après d'autres troupes qui sont très fortes dans cette faction, comme le Infractor Obsessionniste ici. On a Icon of Excess qui marche bien dans ce deck-là. On va avoir Tyrian Goes aussi. Enfin voilà, que des grosses troupes très fortes. Et après, de l'attaque, on a plein de moyens de booster les points d'attaque de nos troupes et on peut faire un maximum de dégâts avec ce deck. C'est un deck que j'aimerais bien un petit peu retravailler pour une future vidéo. Voilà, ce serait bien parce que maintenant qu'on a accès aux cartes qui étaient lock dans le Vault et dans le Battle Pass, et bien maintenant on y a accès et du coup il y a des cartes qui me manquaient à ce moment-là quand j'ai fait ce deck guide et que j'aimerais bien maintenant obtenir pour pouvoir les tester. Et il y aura peut-être du coup un deck guide qui arrivera par la suite. Et finalement, le Swarmlord que j'ai joué dans un live aussi il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, peut-être une semaine. Donc pareil, vous pouvez trouver la rediffusion dans la description et sur la chaîne YouTube. Donc c'est un deck un peu spécial où on n'a pas du tout de soins de défense ou quoi. C'est que de l'agression. C'est un peu spécial parce que
J'ai joué un peu ce deck du coup en live, je suis pas très à l'aise moi avec Swarmlord, je préfère le gameplay de Neurotrop par exemple, je suis beaucoup plus habitué à ce gameplay là. Là on est vraiment dans l'agression, on va chercher à faire des petits combos avec Neurogaunt, avec un cercle de près pour donner stealth à nos troupes. On va ensuite les booster pour pouvoir faire un max de dégâts sur l'adversaire, mais du coup voilà, si ça se passe pas comme il faut, bah, on n'a pas trop d'options, enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai parce qu'on n'a pas de soins, on n'a pas la carte qui nous fait gagner des points de vie, on n'a pas l'AOE et tout, donc c'est un peu spécial comme deck, comme gameplay, voilà. Mais bon, c'est du Swarmlord, c'est peut-être un problème de skill pour le coup, parce que je maîtrise pas spécialement, j'ai pas beaucoup d'expérience avec ce Warlord là. Donc voilà pourquoi j'ai pas réussi à monter tant que ça en ladder, je suis monté à 2800 ou à 2900, un truc comme ça, voilà, je suis pas monté beaucoup plus haut que ça. Et donc voilà pour les 4 decks du coup que j'ai joué cette saison, ça m'a permis de faire un total de 3500, 3050 points à peu près. Et donc voilà les amis, je voulais vous montrer du coup ce deck là, et il y a du gameplay sur la chaîne si vous voulez, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. On va directement aller vers le Meta Report si vous le voulez bien, on va faire comme ceci, et voilà, on est sur le Meta Report. Donc là, qu'est-ce qu'on a à voir? On va regarder un petit peu le win rate des factions sur l'ensemble du jeu. Donc on peut voir ici que les Ultramarines ont été au top du classement, suivis par les Tyrannides, et puis après on a les Orques, les Sotek, et puis un petit peu les Tau qui ont fait de bons scores. Voilà, ce qu'on peut voir aussi, c'est que tout en bas du classement, à 45%, on va avoir la Black Legion et les Adeptas Sororitas. Voilà, donc on peut voir que c'est ça qui a motivé les développeurs à faire des changements dans le balance patch, hein, puisque ces deux factions ont reçu des buffs. Voilà, les autres factions ont des win rates qui sont à peu près voilà, 48-49% dans l'ensemble, hein, voilà. Et si on regarde en division légendaire, c'est un petit peu différent, puisque là, ce sont les orques qui sont au top du classement, suivis de très près par les High Fleet, les Leviathan, les Tyrannides, et après, on a les Ultramarines qui ont fait un très bon score également, ainsi que l'Empire Tau. Moi, je suis assez surpris de voir ça, parce que je les ai pas beaucoup croisés, les Empire Tau, lors de cette saison. Et puis après, on a en bas du classement eh bien, la Black Legion à nouveau, mais par contre, on n'a pas Adeptas Sororitas qui est à 48% ici, on a plutôt les Dark Angels qui sont à 43%. Et j'ai envie de dire, c'est dommage que les Dark Angels, avec un win rate aussi bas en division légendaire, n'aient pas reçu de changement, parce que pour moi, cette faction-là, elle a vraiment du mal depuis quelques temps, depuis qu'ils ont reçu de gros nerfs. Alors on peut voir qu'ils sont à 49% en division, enfin dans l'ensemble du jeu, donc c'est peut-être pour ça, hein, du coup. Mais ouais, j'ai l'impression que cette faction, moi, elle a quand même du mal, et donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de changement sur cette faction-là. Adeptas Sororitas à 48% ici, ça montre que c'est une faction qui est pas si mauvaise que ça, mais qui est peut-être un petit peu compliquée à bien piloter, hein. C'est pour ça que probablement que son win rate est plus faible en dehors de la division légendaire. Mais du coup, les développeurs ont quand même décidé de faire des changements sur cette faction-là, et donc on va regarder ça ensemble dans un petit instant. Si on regarde un petit peu la performance des Warlords, donc sur l'ensemble du jeu, on a Mozrok qui est au top du top, on a Swarmlord juste derrière, et puis après on a les Ultramarines, on a plusieurs Warlords et Ultramarines ici. On va avoir aussi un petit peu de différentes factions. On a les Astra Militarum ici, on a Empire Tau, on va avoir voilà, les Eldar avec Jainza, on va avoir Lucius. Voilà, pas mal de choses. On voit qu'on a quasiment tous les Warlords et Ultramarines qui sont à 54% et plus, hein, donc une faction qui a beaucoup performé, qui n'a pas reçu de nerf bizarrement à l'issue de cette saison, mais bon, c'est parce que voilà, les orques étaient quand même largement au-dessus, en particulier Mozrok, qui en division légendaire est également au top du top, suivi de très près par Swarmlord d'ailleurs. Et on a juste derrière plein de Warlords des Ultramarines, hein, donc voilà, Uriel, Calgar, Tigurius, Varro Tigurius, suivi de différents Warlords de différentes factions ici. Et après, ce qu'on peut voir, c'est que tout en bas du classement, on a différentes choses, mais on voit en particulier Abaddon ici, qui est tout en bas du classement sur l'ensemble du jeu, ainsi qu'en division légendaire. Donc voilà, hein, ça illustre le fait que la Black Legion n'a pas été au top. Les autres Warlords comme Galaron, World Claimer et tout, ils sont même pas dans le classement parce qu'ils ont été probablement trop mauvais, voilà. Je sais pas comment, je sais pas à quel moment ils s'arrêtent dans le classement, mais en tout cas, il manque des Warlords, et en particulier des Warlords de la Black Legion. On a Nemesor, hein, qui est en bas du classement aussi régulièrement, c'est vraiment dommage, mais bon voilà, hein. C'est comme ça. Et on a ici aussi 43% seulement avec Big Boss Morgryn, qui est un Warlord des orques et qui marche pas très bien. C'est un peu étonnant parce que voilà, je l'ai rencontré quelques fois et ça paraît assez dangereux quand même.
Mais bon, voilà, ce sont les stats de ce Warlord de cette saison. Voilà les amis, on a une petite idée du coup de comment ça s'est passé lors de cette saison. On va maintenant faire un petit tour dans le balance patch. Voilà, donc on va directement switcher sur le jeu pour pouvoir voir directement les modifications. Donc on va faire comme ça, voilà, voilà. On va commencer avec la Black Legion qui a reçu toute une série de buffs. Et on commence avec le Possessed. Alors, juste un truc, les développeurs ont dit dans les commentaires de leur webpost qu'ils voulaient changer des cartes qui étaient peu populaires en fait, pour les rendre un peu plus populaires, jouer un petit peu plus jouer, etc. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée, mais du coup ils ont fait certains changements qui ne correspondent pas du tout à cette idée qu'ils ont, puisqu'ils ont changé deux cartes légendaires ici. Donc le Possessed Champion qui avait vraiment pas besoin de changement, il a perdu un point d'attaque et il gagne maintenant 2 Dark Pact au lieu de 1 après avoir attaqué. Donc voilà, pourquoi pas. C'est pas, je veux dire, cette carte, elle était jouée de toute façon dans tous les decks Black Legion. Elle était très forte, elle reste très forte. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire un changement comme ça. Il faudra voir si les deux Dark Packs sont plus ou moins bons qu'avant, avec le point d'attaque en moins également. Voilà, donc voir ce que ça donne. Mais un changement, voilà, qui n'était pas nécessaire, j'ai l'impression. Pareil pour Leorvin Urkis, qui a gagné plus 1 plus 1 en attaque, voilà, sinon le reste ne change pas, c'était un très bon drop 5, ça reste un très bon drop 5, voilà, c'était pas nécessaire à nouveau de le changer, mais bon, voilà, on a eu des changements sur ces cartes-là, voilà, pourquoi pas. Si on regarde ensuite, on a le Meltagun Legionary, donc celui-là il a gagné plus 1 plus 1 en attaque et plus 1 point de vie également, donc il était un petit peu faible pour 5 énergie auparavant. Maintenant ça devient donc un drop intéressant, il est un petit peu faible en attaque en mêlée, mais ça reste un drop assez intéressant avec ses nouvelles stats. L'effet ne change pas, donc Blast 2, voilà, 3 dégâts quand il reçoit un Dark Pact. Donc c'est une carte qui a été peu jouée probablement parce que les stats étaient un peu faibles. Maintenant que les stats sont meilleures, elle va sûrement être jouée davantage cette carte-là. Donc on va voir, il y aura peut-être de nouveaux archétypes qui vont se baser sur ce genre d'effet-là, où quand on reçoit des Dark Pact, on inflige des dégâts aux ennemis. On a d'autres cartes qui ont un effet similaire. Une carte par exemple qui vient d'être changée, donc c'est le Havoc, il est juste là. Donc lui, il n'a pas gagné en stats, il a juste gagné un effet, il n'avait aucun effet auparavant. Donc il a maintenant un effet passif qui inflige des dégâts aux ennemis lorsqu'une Friendly Troop obtient un Dark Pact. Vous voyez, on est dans une synergie un petit peu similaire. Donc voilà, même stat par contre que le Meltagun, donc je ne sais pas s'il sera joué celui-là parce que le Meltagun est quand même meilleur avec ses effets que lui pour les mêmes stats et le même coût en énergie. Donc faut voir, mais c'est bien qu'ils aient mis cet effet-là, là pour le coup, parce que cette carte elle n'était pas jouée du tout auparavant parce qu'elle faisait absolument rien. Maintenant qu'elle a un effet, peut-être qu'elle pourra être jouée, donc ça c'est un bon changement, c'est très bien, c'est cool, là on va dans la bonne direction. Ok, on a aussi le Hellbrut qui n'a pas eu de changement mais qui a un effet similaire à nouveau, voilà, qui inflige des dégâts lorsqu'on reçoit un Dark Pact. Et bien entendu, on a également le Chaos Legionary qui a encore un effet similaire. Donc voilà, on va peut-être voir naître des decks qui se basent sur ce genre d'effet-là, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Havoc Champion qui a reçu un petit point de vie supplémentaire, et ça c'est cool parce que cette carte là elle était un petit peu faible avec ses 7 points de vie pour 7 énergies avec Vanguard et tout. Son effet de strike il n'est pas super intéressant parce qu'on va rarement s'en servir, mais cette énergie Vanguard, on veut avoir un minimum de 8 points de vie, hein, c'est important. Cette carte là était un peu faible et peut-être pas jouée à cause de ça. Maintenant elle va être davantage jouée, c'est sûr, elle va pouvoir être jouée dans les decks Black Crusade également, donc ça peut être super intéressant ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a un changement au niveau d'un Warlord, donc c'est Arcane World Claimer ici qui a obtenu Flying, et ça c'est cool. Il avait Flying il y a longtemps avec son talent, mais il avait perdu, il l'a récupéré maintenant, donc il a Flying pendant notre tour uniquement. Donc bon, voilà, c'est cool d'avoir un Warlord qui est capable de voler. Son talent, il n'a pas beaucoup changé. Alors, il fait toujours Blast 2, voilà. Et après, au lieu d'avoir Strike, Give un random Dark Pack à une troupe alliée, ça a été changé. Donc maintenant, c'est un Slay. Un Slay qui va déployer un Black Legionary. Donc voilà, on donne Blast 2 à notre Warlord, on attaque. Et pour chaque unité ennemie que l'on va tuer,
du coup, parce que comme on a Blast 2, on peut tuer une, deux ou trois ennemis éventuellement. Avec cette attaque-là, et ben, on va déployer à chaque fois, pour chaque kill qu'on va faire, un Black Legionary. Le Black Legionary, c'est tout simplement cette 3-3-2 pour 2. Donc une carte qui n'est pas très impressionnante, qui peut être gérée directement par l'adversaire, mais qui va quand même infliger 3 points de dégâts. Donc voilà, c'est une synergie, c'est de nouveaux effets. Voilà, c'est pas totalement inintéressant. On a un Warlord qui est clairement aggro, qui est clairement très très agressif maintenant, puisque voilà, on utilise le Blast pour faire des dégâts sur le bord de l'adversaire. On fait des dégâts donc y compris sur le Warlord de l'adversaire, et en même temps on va déployer des petits Black Legionary. Donc voilà, un Warlord aggro. Alors est-ce que c'est mieux ou pas que le fait de donner un Dark Pact à une troupe alliée? Je ne sais pas, il faudra voir ce que ça donne en testant. Mais voilà, c'est pas totalement inintéressant de pouvoir avoir des petites troupes comme ça en plus en jeu. Un Warlord aggro, un Warlord qui va pouvoir se distinguer des autres Warlords, puisque on n'a plus du coup la mécanique des Dark Pact, on va avoir plutôt autre chose. Voilà, on va spawn cette carte-là, elle n'était pas jouée auparavant parce qu'elle est trop nulle, maintenant elle sera jouée en quelque sorte, puisque avec World Claimer, elle va pouvoir être invoquée. Voilà, donc un changement qui n'est pas totalement, qui n'est pas inintéressant. Il faut tester maintenant pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Galaron Disciple. Alors, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc là, un petit changement que je ne comprends pas très bien. Auparavant, avec son backlash, il donnait Vulnerable One de façon permanente à toutes les troupes ennemies. Et ça a été changé, maintenant c'est Vulnerable One jusqu'à la fin du tour, mais pour, du coup, tous les ennemis, y compris le Warlord ennemi. Donc c'est intéressant en soi de pouvoir donner Vulnerable One au Warlord ennemi, mais comme ça dure jusqu'à la fin du tour, en fait ça sert à rien du coup, parce que cette carte-là, on va la jouer, elle va se faire gérer par l'adversaire, il va obtenir son Vulnerable One, il va finir son tour, le Vulnerable va partir, et du coup, il se sera rien passé en fait. Donc voilà, je ne comprends pas très bien ce changement-là. On n'a aucun moyen de sacrifier cette carte-là pendant notre tour, à part si elle a survécu, mais bon, elle va jamais survivre, hein, évidemment. Donc voilà, j'avoue que je comprends pas très bien ce changement-là. C'est pas très intéressant comme carte, ce sera probablement pas joué du tout, encore moins qu'avant, parce qu'avant le vulnérable sur les troupes ennemies il était permanent, et là voilà. Donc voilà, je comprends pas très très bien. On a le Dark Disciple qui était une carte qui ne faisait rien auparavant, 2-2 pour 1, voilà, et maintenant qu'il y a un backlash qui nous donne un Abaddon's Chosen dans notre main. Donc c'est pas inintéressant en soi. Peut-être que cette carte-là pourrait être jouée dans des decks très très aggro et tout. Voilà, on la met en jeu, ça fait des dégâts en plus sur le bord de l'adversaire et il nous donne en plus des Abandoned Chosen dans notre main. Donc pourquoi pas? C'est une carte qui peut jouer en draft aussi, voilà. C'est pas une carte hyper intéressante parce qu'elle reste très très faible en termes de stats, mais son petit effet de backlash, il n'est pas totalement inintéressant. Ouais les amis, on a fait le tour des changements pour la Black Legion, donc voilà, on a Arcane qui a changé en particulier, on a quelques cartes légendaires qui sont devenues potentiellement plus fortes qu'avant. Les autres changements sont pas très très impressionnants, on a quelques stats en plus, on a des petits changements sur des cartes à faible coût qui vont pas changer grand chose. Donc faut voir, peut-être qu'on va voir un petit retour de la Black Crusade, peut-être qu'on va avoir un nouvel archétype avec les Dark Pact et avec le Meltagon Legionary qui va voir le jour. Voilà, il va falloir tester tout ça pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est pas totalement inintéressant comme changement, c'est cool. On espère que la faction va pouvoir revenir un petit peu sur le devant de la scène avec tout ça. On va passer tout de suite aux Sisters qui ont reçu des changements également, qui n'étaient pas spécialement, alors qui n'ont pas été bien classés lors de cette saison, mais qui sont pas non plus une faction qui a du mal. Donc moi j'ai peur que cette faction devienne un petit peu forte à partir de maintenant, on va voir. Donc premier changement sur Aveline qui a reçu un changement du coup avec son talent. Et donc le changement en question, c'est le fait que pour que l'effet devienne permanent, on a besoin maintenant d'avoir seulement 6 points de face alors qu'avant c'était 8. Donc voilà, on va pouvoir accéder plus facilement à cet effet-là permanent avec ce Warlord-là, donc c'est cool. C'est un Warlord que j'aime bien, que j'ai pas réussi à jouer jusqu'à présent parce que voilà, c'est pas hyper intéressant, son talent il est difficile à bien utiliser, mais là avec seulement 6 points de face qui sont nécessaires, ça va être plus intéressant, ça va être plus sympa à jouer. On a ensuite Imagifier, alors là on a une troupe qui coûte 5 énergie et qui se trouve ici, voilà, donc une troupe avec des stats énormissimes.
Elle avait 5 points de vie, elle en a 6 à présent. Donc c'était une carte déjà très solide, elle est encore plus solide maintenant. C'est un des meilleurs drop 5 en termes de stats qu'on a dans le jeu. Avec un petit effet de prey qui donne +1/+1 de façon permanente et flanque à une troupe alliée. Donc cette carte là, si elle survit, et comme elle a de grosses stats, il y a des chances qu'elle survive, eh bien elle va faire très 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 mal à notre adversaire. Donc voilà, une carte puissante qui est encore plus puissante. Je ne sais pas si c'était nécessaire comme changement. On a Ephrael Stern, alors ça c'est un changement que j'aime bien par contre. Ce gars-là, il est vachement intéressant, il avait 6 points de vie auparavant, hein, maintenant il en a 7, voilà. Il avait également un point d'attaque en moins en range avant, donc voilà, il a des stats très 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 solides maintenant. Il est intéressant ce gars-là parce qu'il a camouflage, il n'était pas joué auparavant parce qu'il y avait d'autres drops qui étaient plus intéressants, mais là, il est vraiment pas mal en termes de stats, avec son camouflage en plus, ça en fait une carte vraiment intéressante, avec son effet de prey qui peut nous faire gagner directement des points de face si on arrive à détruire une troupe ennemie avec. Donc un changement que j'aime bien, cette carte-là, elle va probablement être jouée, j'ai hâte de voir ça. On a ensuite des petits stratagèmes qui coûtaient 2 auparavant et qui ne coûtent plus que 1 à présent, Moment of Grace, donc on a voilà, +2 jusqu'à la fin du tour, et en plus une carte avec 5 points de fade, donc c'est pas très intéressant, mais bon, le fait que ça coûte 1 maintenant, ça va pouvoir être joué plus souvent. Try of Suffering, pareil, ça coûtait 2 par an, ça coûte 1 maintenant, un dégât à une unité alliée et de l'armure si elle survit. Ah, enfin, si elle survit, non, de l'armure tout court, et 2 points d'armure si on a phase 2. Cette carte-là, elle est intéressante. Elle permet de faire des synergies avec les effets de pénitence, donc c'est vraiment pas mal. Et le fait de donner de l'armure à des troupes, c'est intéressant aussi, donc vraiment pas mal. Le fait qu'elle coûte 1, ça va permettre de la jouer beaucoup plus facilement. Donc pas mal du tout, pas mal du tout. On a Armorium Cherub qui a été changé. Alors, qu'est-ce qui a été changé ici? Voilà, j'avoue, je sais pas trop s'il y a eu comme changement. Je vais afficher l'ancienne version de la carte pour qu'on puisse voir. C'est une carte qui n'était pas du tout jouée auparavant. Est-ce qu'elle va être jouée à présent? Eh ben, on va voir. Hein. The start of your turn, gain one. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Avant, elle ne donnait pas de face. Maintenant, si jamais elle survit, elle nous fera gagner 1 point de faith au début de notre tour avant de retourner dans notre main. Voilà. Mais bon, elle risque pas de survivre avec ses 2 petits points d'attaque, donc bon. On verra. À tester aussi pour voir si ça vaut le coup de jouer cette carte-là. On a un stratagème en Suisse, donc Fury Conviction, un stratagème que j'ai joué à une époque avec un deck Junith aggro. Donc c'est assez sympa. Et donc là, tout simplement, c'est que ça coûte 1 point de moins en face pour avoir le +1 en mêlée additionnel. Donc ça, c'est une carte pour jouer aggro, hein, très clairement. Aggro, c'est pas un archétype qui est beaucoup joué avec les Sisters, mais peut-être que ça pourra venir avec ce changement-là. On verra bien. Ça reste une carte qui n'est pas hyper intéressante non plus. Elle coûte assez cher pour ce qu'elle fait. Il faut vraiment avoir le contrôle du board, avoir plein de troupes en jeu pour pouvoir tirer un maximum de bénéfices de cette carte-là. Donc bon, voilà. On va voir ce que ça donne. On a Holy Fire, ensuite Holy Fire, ça c'est une carte défensive, Holy Fire qui donnait +1/+1, enfin qui donnait seulement +1 d'attaque aux Warlords et aux troupes adjacentes auparavant, qui donne +2 aux Warlords à présent. Petit changement sympathique, c'est une carte qui se joue en aggro, ça aussi, hein, voilà, on booste nos cartes en mêlée, si on combine ça avec Fury Conviction, on peut faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, pourquoi pas un archétype aggro qui pourra voir le jour avec les Sisters, pourquoi pas avec Junis, parce que Junis est capable de mettre des troupes en jeu, pas mal de troupes en jeu, donc ça peut être intéressant. On verra bien ce que ça donne. Voilà les amis pour les changements au niveau des Sisters, donc des changements intéressants. Ils n'ont pas fait de gros changements non plus. Voilà, j'espère que ça va nous permettre de jouer Aveline. Alors Erika va toujours être très forte, Erika elle est super forte, elle va encore être super forte. On a Junis qui va peut-être pouvoir revenir un petit peu avec un archétype aggro, on verra bien. Morvenval aussi, hein, c'est une Warlord qui peut faire de l'aggro avec les dégâts qu'elle inflige. Avec un deck pénitence, on peut jouer pénitence aussi avec, on peut jouer cette carte-là du coup dans un deck comme ça. Donc c'est intéressant. Voilà, à tester maintenant pour voir ce que ça va donner tout ça. Et on va passer maintenant au nerf. Donc avec les orques, voilà, ça allait forcément arriver un de ces jours. Hein. On a Mozrog qui est passé à 35 points de vie, il était à 40 auparavant. Voilà, c'est fait, c'est comme ça, il était vraiment trop fort. Il va probablement plus beaucoup être joué maintenant. Alors, il reste intéressant, hein, je pense, mais voilà, maintenant on va devoir le jouer avec des cartes de soins, avec
un peu plus de cartes de contrôle, de soins, de l'armure, ce genre de choses. Voilà, mais il avait vraiment besoin de ce nerf lui parce qu'il était vraiment trop fort et donc voilà, c'est un bon changement. Voilà, c'est un bon changement, un petit peu sévère, mais voilà, je pense que c'était nécessaire pour le jeu. On a ensuite de très gros changements les amis, là ça fait mal par contre, on a les gros flanqueurs de la faction qui ont été nerfs, donc on a le Rukatreux qui a perdu un point de vie et un point d'attaque, aïe aïe aïe, cette carte là devient tout de suite beaucoup moins intéressante. En fait elle était trop forte avant et là elle a l'air un petit peu faible comme ça. Bon comme elle spawn un Bomb Squig ça va, elle reste pas trop naze, mais c'est vrai qu'elle coûte un peu cher par rapport à ses stats maintenant, hein. Et on a la même chose avec le flanqueur ici. Alors lui par contre il avait vraiment besoin d'un changement, de perdre un point d'attaque. Il était vraiment trop fort. Il avait déjà perdu un point de vie je crois. Maintenant il a perdu un point d'attaque. Donc c'est une carte qui est pas trop mal maintenant par rapport à son coup. Enfin qui reste forte parce que voilà c'est un gros flanqueur avec Stomp et tout. Donc ça reste très fort. Mais c'est une carte qui était trop forte par rapport à son coup avec ses 6 points d'attaque. Et donc le fait qu'elle ait perdu un point d'attaque, c'est très bien. C'est une carte qui est beaucoup plus équilibrée maintenant. Donc moi je dis, moi je suis d'accord avec ce changement. Et finalement, on a Dagreen Horde. Oula, c'est pas celle-ci. Dagreen Horde qui a encore été changée. Donc elle était passée à 5, elle est repassée à 4 énergies. Mais à présent, elle ne réduit le coût de nos troupes plus que de 1 énergie au lieu de 2 comme avant. Cette carte-là, malgré l'augmentation de son coût à 5, elle restait très intéressante, très forte à jouer. Là maintenant, par contre, ça va être compliqué hein, pour 4 énergies de donner -1 en coût à toute notre main. Voilà, on peut plus faire grand chose avec cette carte là parce que les cartes qui vont coûter 0 maintenant, ça va être quoi? Ça va être Grotte et ça va être Snakebite Grotte, donc c'est pas fou. Tous les drops 2 avec Tide, on va plus pouvoir les jouer avec Dagreen Horde, à part en late game, mais bon dans ce cas là c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, gros changement, donc à la fois Mozrog mais aussi Gazgul ont été nerfs. Voilà, donc les orques là, ils vont être en PLS, je pense. Voilà, c'est comme ça. Il fallait bien faire quelque chose. Là, c'est vraiment assez sévère comme changement, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, les orques, ça va être compliqué cette saison. Voilà. Ils ont performé bien comme il fallait jusqu'à présent, mais là, ça va être compliqué. Ok, on passe finalement au Tyrannise, et donc le seul changement qu'il y a eu ici, c'est le talent de Swarmlord qui a été changé. Donc il était passé à 1 énergie pour donner +1/+1/+1 à une troupe alliée. C'était devenu un peu trop fort, donc il est revenu à 2 énergies, mais il donne maintenant +2/+2 et +1 point de vie à une troupe. Alors le truc c'est que ils ont voulu nerf ce talent, mais en fait c'est pas tant que ça un nerf, parce que +2/+2 c'est comme Adrenal Surge en fait. Avec +1 en plus au point de vie pour 2 énergies, c'est extrêmement fort. Donc ça va ralentir un petit peu le talent, ça va ralentir un petit peu le deck, mais le boost, et ça fait un boost énorme en stats quand même qu'on peut donner à notre troupe. Donc Swarmlord, il va probablement être très fort. Il y a déjà des decks du style Assassin, des decks avec plein de troupes avec Stealth, donc le Gene Stealer, le Lictor, le Von Ryan Leaper, il est là, le Death Leaper, etc., qui sont en train de revoir le jour. En fait, le truc, c'est que si on a des unités en stealth qui peuvent pas être détruites et qu'on peut les booster derrière avec cet effet-là qui est énormissime, et en plus, si on ajoute un petit machin comme ça avec Synapse pour booster plusieurs de nos troupes en même temps, bien, ça peut faire très mal. Et donc voilà, c'est un archétype qui va forcément voir le jour, et enfin revoir le jour, hein, parce que il était présent avant, il l'est plus depuis quelques temps, et ça va faire très mal. Aïe, j'ai pas envie de jouer contre Swarmlord, ça va faire très mal. Peut-être qu'il va falloir jouer des anti-stealth là pour pouvoir contrer tout ça. Ça va être chaud. Ouais les amis, on a fait le tour, il me semble, de ce qu'il y avait à voir au niveau des changements. On va essayer de faire un petit truc. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'avais une petite annonce à faire, et donc ça y est, c'est le moment. On va regarder ça tout de suite.
Voilà les amis, il y a un tournoi sur Warforged qui est en train de s'organiser. Le tournoi va démarrer dans quelques jours, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. On est assez peu nombreux pour le moment. Il nous faut plus de monde, donc venez vous inscrire. Voilà, c'est un tournoi qui va se jouer en BO3, c'est-à-dire qu'on va devoir venir avec 2 ou 3 warlords différents de différentes factions et affronter nos adversaires. Et du coup, le premier qui atteint 2 victoires gagne. Si on gagne avec un warlord, on n'a plus le droit de l'utiliser. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est une sorte de Warforge Open numéro 2, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire les amis, moi je vais y participer, voilà, je suis déjà inscrit, vous pouvez me voir ici. Voilà, ça va démarrer dans quelques jours, donc il n'y a plus beaucoup de temps, et donc allez, venez vous inscrire les amis, venez vous amuser, venez vous mesurer aux autres joueurs, j'espère que vous serez nombreux, j'espère que le tournoi va bien se passer. Voilà, donc n'hésitez pas les amis, voilà, c'était la petite annonce de la vidéo, et ça va être terminé pour moi du coup. On a fait le petit tour voilà, du Meta Report, on est allé voir les changements, je vous ai montré ce tournoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Je pense que je vais bientôt revenir vers vous parce qu'il va y avoir un reinforcement drop qui va très bientôt arriver. Il y aura aussi le tournoi, je vais donc enregistrer je pense mes matchs et les diffuser directement sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, donc surtout abonnez-vous, activez la petite cloche, likez, partagez tout ça pour ne pas manquer la suite. Je reviens vers vous très vite avec de nouvelles vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao les amis, portez-vous bien et Juganon out.